Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h02 sur Sud Radio, l'heure pour vous de retrouver le face-à-face. Aujourd'hui, Philippe David, vous recevez non pas un, mais deux invités. On est ravis d'avoir autour de la table Alexis Lévrier, historien des médias, et surtout auteur de ce livre Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. C'est aux éditions Le Petit Matin. Bonjour à vous. Bonjour. Et nous avons aussi Marie-Claire Carrergé, sénatrice de Paris, qui a déposé une proposition de loi visant à garantir la liberté éditoriale des chaînes info et le libre choix des intervenants. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, puisque l'attaque contre CNews du Conseil d'État suite à la demande de Reporters sans frontières a fait couler et continue de faire couler beaucoup d'encre, au point qu'une proposition de loi a été déposée au Sénat par la sénatrice LR Marie-Claire Carrergé pour modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et garantissant la liberté éditoriale des services de communication audiovisuelle privée. Alors, que dit la loi dans ce domaine? Est-ce que le Conseil d'État n'a pas ouvert une boîte de Pandore? Est-il réaliste de marquer politiquement chaque chroniqueur? Est-ce que cela devrait s'appliquer à tous les médias? La liberté d'expression est-elle en danger? Vous voulez poser nos questions à nos débatteurs, et à vos débatteurs, ce sont les vôtres. Appelez-nous au 0826 300 300. On va commencer avec vous, Marie-Claire Carrergé. Rappelez-nous ce que dit la loi de 1986. La loi de 1986, c'est une loi de liberté pour la communication électronique, audiovisuelle. Et c'est une loi qui édicte les principes selon lesquels doivent fonctionner à la fois les chaînes privées, qui en 86 étaient beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui. Il y en avait 3 en tout, voilà. Canal+, la 5, voilà. Feu la 5 de Berlusconi, et TV6 à l'époque, c'était même pas M6. Aujourd'hui, on en a 23, donc c'est plus trop le même paysage, mais donc les chaînes privées d'une part, et les chaînes publiques. Donc bien dans le micro. C'est un espace, les chaînes audiovisuelles, c'est un espace de liberté d'expression, encadré bien sûr, la liberté d'expression, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, encadré par la loi, et la loi prévoit pour les chaînes privées et pour les chaînes publiques des règles qui sont assez précises. Pour les chaînes publiques, ce sont les plus exigeantes, forcément, c'est un service public qui appartient à tous, qui est financé par tous. Donc il y a une demande d'impartialité, par exemple, du service public. Pour les chaînes privées, les règles sont un peu moins exigeantes. Il s'agit de favoriser le pluralisme. Il faut que les téléspectateurs ou les spectateurs aient le choix, qu'ils puissent faire marcher leur télécommande, qu'ils aient le choix. Mais ces chaînes privées ont quand même des obligations. D'une part, parce que l'espace est quand même rare, ce sont des fréquences rares attribuées, et que donc on peut pas avoir toute la panoplie de toutes les nuances d'opinion sur toutes les chaînes privées, et aussi des règles qui sont celles de l'honnêteté, de l'indépendance de l'information. Enfin, il y a des règles très strictes de représentation de la diversité de la société française, de promotion de la langue, de la création. Enfin, il y a quand même une panoplie de règles très... Voilà. Et cette loi, depuis 1986, elle n'a pas fait de débat, et elle était correctement comprise jusqu'à il y a une semaine dernière. Vous êtes d'accord avec ça? Elle est encore adaptée, la loi de 86, Alexis Lévrier? Oui, en fait, c'est un peu l'équivalent de ce qu'est la loi de 1881 sur la presse écrite. Absolument. Voilà, et d'ailleurs, ça commence pareil. L'article 1 de la loi de 1880, c'est l'imprimerie et la librairie sont libres. Et l'article 1 de la loi de 86, c'est la communication au public par voie électronique et libre. Donc, on rappelle d'abord la liberté, mais vous évoquiez l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Effectivement, toutes ces lois dérivent de ça. Or, cet article, il comporte 2 phrases, et on cite toujours la première, qui est la libre communication des idées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Et on oublie régulièrement la deuxième phrase, qui est tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc la démocratie, c'est un ensemble de droits et de devoirs. C'est la liberté, mais aussi la régulation. Et c'est ce qui fait la force de nos modèles. C'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir, comme disait Chateaubriand. Voilà, c'est très bien. La phrase de Chateaubriand est parfaite. Et donc, pour la loi de 86, évidemment, c'est une loi Léotard, votée par une majorité de droite dans un contexte de cohabitation, qui faisait
l'unanimité à ce moment-là. Et simplement, elle a été, comme la loi de 1880, adaptée aux évolutions techniques, médiatiques, culturelles, mais on est dans un paysage médiatique qui a été bouleversé par l'apparition notamment des chaînes d'information et l'évolution de ces chaînes d'information de ces dernières années vers de plus en plus d'émissions d'opinion. Alors que dans les conventions, parce qu'il y a aussi des conventions qui sont signées par les chaînes avec le CSA et désormais l'Arcom, ces chaînes doivent d'abord être des médias d'information. Mais il faut rassurer tout le monde, la décision du Conseil d'État, d'abord vous disiez l'attaque du Conseil d'État contre CNews. C'est pas du tout. RSF faisait un recours sur RSF. Voilà. Et j'ai via la demande de RSF. Voilà. Et en fait, le Conseil d'État a rendu une décision que je trouve très équilibrée, vague. Mais l'Arcom, on le sait depuis hier, parce que Roch-Olivier Maistre, le président de l'Arcom, a donné une interview dans la Tribune très rassurante. Ça va être une loi qui va être appliquée de manière libérale et pas liberticide, heureusement. Simplement, il s'agit de rappeler un certain nombre de droits et de faire face à cette évolution qui fait que le statut des intervenants est très vague. C'est-à-dire que vous avez, et c'est tout à fait normal, si on prend notre émission ici, Madame la sénatrice est une politique, son temps de parole sera décompté par votre chaîne. Vous êtes journaliste, votre place est dans un média et on va pas demander... Et j'avoue que je suis également chroniqueur sur CNews. Donc vous avez le droit. Et moi, je suis d'abord historien de la presse. Et celui qui arrive à me classer, il est cohérent. Mais oui, on va pas demander de classer Sud Radio à droite ou à gauche et de classer chaque intervenant. Ça, j'ai entendu François Jost sur votre antenne. La semaine dernière, oui. Oui, ça me paraissait un peu dangereux. Je crois qu'on était sur une pente, même si lui, c'était sûrement pas sa lecture, qui pouvait devenir dangereuse. Il s'agit pas, et le Roch-Olivier Maistre l'a rappelé hier, de classer chaque intervenant. Mais il y a des profils un peu ambigus, comme les gens qui interviennent de l'extérieur, ce qui serait mon cas ici. Si ces intervenants ont un engagement politique, par exemple, s'ils sont marqués, s'ils ont été élus ou s'ils ont été candidats, il faut pouvoir le dire. Et c'est tout simplement l'esprit de cette décision. Marie-Claire Carringer. Si c'était élu ou candidat, il n'y aurait pas de problème. La loi de 86, elle dit, quand elle affirme l'obligation du pluralisme, l'alinéa qui suit organise le décompte du temps de parole des gens qui, comme moi, ont été candidats, élus, sous une étiquette. Et donc moi, non seulement j'accepte, mais je trouve ça tout à fait légitime qu'on me classe parmi les invités droite et centre. Ensuite... Vous serez d'ailleurs décompté de Très bien. Sud Radio aujourd'hui. Bon, tu voulais que je limite mon... Pas du tout. C'était pour rassurer les auditeurs. Pour nos auditeurs qui comprennent, on va compenser le temps de parole avec le pluralisme. Exactement. Voilà. Exactement. C'est exactement ça la logique. Et depuis 86, c'est la logique de l'Arcom, c'est d'apprécier cela, pas émission par émission, mais à partir du temps d'antenne des politiques. Maintenant, c'est vrai, vous l'avez dit justement, les émissions, le format se diversifie de plus en plus, avec des plateaux qui font intervenir des gens qui ne sont pas affiliés, et je dirais qu'en tant que citoyenne, qui n'ont pas à l'être. Vous, monsieur, c'est tout à fait votre droit de pas demander une classification à droite et à gauche. Et puis d'ailleurs, pour la plupart des Français, sur certains sujets, ils sont plutôt de droite, sur certains sujets, ils sont plutôt de gauche. Et donc, qui irait, et au nom de quoi, et en vertu de quels critères, catégoriser les opinions des uns et des autres, et avec quel devoir? Parce que c'est bien cela que dit le Conseil d'État. Le Conseil d'État dit désormais, pour apprécier le pluralisme, il faut tenir compte de l'ensemble des intervenants, chroniqueurs, animateurs, invités. Et Roch-Olivier Maistre a certes minimisé dans son interview de la Tribune l'impact de cet arrêt du Conseil d'État, mais je rappelle que Roch-Olivier Maistre, pour qui j'ai la plus grande estime et qui, je n'en doute pas, cherchera à éviter d'appliquer strictement l'arrêt du Conseil d'État, il se trouve que les décisions qu'il prendra avec l'Arcom sont soumises à recours devant le Conseil d'État. Et c'est pour ça que j'ai déposé une proposition de loi, c'est parce que pour préserver
la loi de 86, qui jusqu'ici avait été très bien comprise, c'est-à-dire le critère, c'est... Elle était c'est très difficile. On le sait tous. Alors très détourné, on sait qu'il y a des chaînes d'infos qui sont des chaînes d'opinion. Mais il se trouve qu'il y en a, d'une part, il y en a 23 et il n'y en a pas 3, et les citoyens savent manier leur télécommande. D'autre part, comme vous l'avez justement rappelé, non seulement il y a la loi, mais il y a toutes les conventions que l'ARCOM passe avec les chaînes. Et quand elles respectent pas leurs... Ah oui, mais ça c'est le boulot de l'ARCOM. Ben oui. Pardon, mais le boulot de l'ARCOM, c'est de faire respecter et la loi et les conventions qui sont conclues avec... et c'est aussi d'attribuer des fréquences, parce que ce débat intervient dans un paysage très éruptif, parce que 15 fréquences sur 23 seront réattribuées en début 2025. Voilà, et on va entrer justement dans cette période de négociation, et ça peut permettre au pouvoir public. Il faut rappeler la différence entre la loi de 1880 et celle de 1986, c'est que les fréquences n'appartiennent pas à ses propriétaires privés. C'est notre propriété, ça appartient à l'État, donc aux Français. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces conventions et qu'il y a ce réexamen régulier de ces fréquences, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur un bien qui ne vous appartient Évidemment. pas. Et on va vous laisser réagir dans quelques instants, puisqu'il faut bien vivre et qu'on doit faire une pause publicitaire. Vous nous appelez 0826 300 300 13h13 sur Sud Radio. On revient dans quelques minutes, ne bougez pas. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby, parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et moi, j'adore la blanquette de veau et j'adore surtout le débat qu'on a aujourd'hui sur Sud Radio avec Marie-Claire Carrergé, sénatrice de Paris, et Alexis Lévrier, historien des médias et auteur de Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, publié aux éditions des Petits Matins. On parle évidemment de la liberté d'expression, on peut dire des mises en garde qui ont lieu pour CNews. Vous vouliez terminer un propos, Alexis Lévrier, mais on a dû faire une pause publicitaire parce que je vous le rappelle, il faut bien vivre pour pouvoir déguster une blanquette de veau. C'est normal, et vous êtes un média privé qui doit vivre. Occasion de rappeler que cette décision va s'appliquer à l'ensemble des médias. C'est une des choses qui me surprend sur CNews. Ils devraient se réjouir de cette décision. Ça fait des années qu'ils disent que ils sont un îlot de pluralisme. Ils ont même fait des campagnes de pub là-dessus, au milieu d'un océan d'unilatéralisme de gauche dans les médias, et notamment les médias publics. On va avoir un outil pour le mesurer. Et d'une manière générale, l'a bien dit Olivier Mestre, on ne va pas comptabiliser les journalistes, ça serait absurde et de toute façon inapplicable. Mais je reviens à ce que je disais, c'est normal qu'on ait des règles plus exigeantes pour les médias audiovisuels, qu'ils soient publics ou privés, parce que ces fréquences appartiennent à l'État. C'est un peu comme quand vous avez un vélo, que vous le prêtez à quelqu'un pour une longue durée, que vous le prêtez gratuitement, hein. Ces fréquences sont attribuées gratuitement. Vous avez envie qu'il vous revienne en bon état et en ayant respecté le code de la route. C'est un peu la même chose. Là, il revient tout cabossé et il a fait n'importe quoi. Donc, à un moment, il est normal parce que la convention de CNews, mais celle d'autres médias, moi, j'ai pas envie de cibler CNews de manière exclusive. Je pense que c'est vraiment un problème d'équilibre des médias dans leur ensemble. Il y a des choses sur le respect de la diversité, par exemple dans les profils. Normalement, on doit tendre vers une égalité de genre. On doit tendre vers une prise en compte des minorités ethniques et culturelles. Est-ce qu'il y a ça dans les médias aujourd'hui? Bon, donc sur bien des points, les conventions, pas simplement celles de CNews, ne sont pas respectées. Et ce que le Conseil d'État nous invite, c'est à appliquer la loi de 86 et les conventions qui en dérivent d'une manière un peu plus stricte. Alors, Marie-Claire Carrergé, vous avez déposé une proposition de loi pour modifier la loi de 86 qui tient en un article que je lis. Dans le respect de la présente loi, les éditeurs de services de communication audiovisuelle autres que les sociétés nationales de programmes déterminent librement leur ligne éditoriale et choisissent librement leurs intervenants. Alors quel changement cela impliquerait-il si cet article modifiant la loi de 86 était adopté par le Parlement? Par rapport à la pratique actuelle, ça ne changerait rien, puisque... à l'heure actuelle, la liberté éditoriale des chaînes est garantie, moyennant, ce qui a été rappelé tout à l'heure, moyennant les obligations de honnêteté, transparence de l'information, pluralisme, recherche de la diversité, promotion de la langue française, etc. Donc c'est la liberté encadrée. Ce qui serait impossible, c'est ce qui est induit, que Roch-Olivier Mestre le veuille ou pas, parce que Roch-Olivier Mestre, c'est Roch-Olivier Mestre.
Le droit, c'est le droit, et le droit tel que l'a exprimé le Conseil d'État dans le 13 février, qui dit on ne peut pas se contenter, pour apprécier le pluralisme, de décompter les temps d'antenne, il faut tenir compte de l'ensemble des intervenants. Cette dérive-là, elle devient impossible, c'est tout. Vous êtes Ce d'accord ? cas, je partage aussi votre diagnostic sur le fait que, même si c'est compliqué, toutes ces obligations, etc., à faire respecter, il doit y avoir des progrès. Des progrès doivent être accomplis sur le respect par toutes les chaînes de leur. Enfin, je suis 1000 fois d'accord. Ce que vise ma proposition de loi, c'est d'empêcher la dérive que constituerait une application stricte de l'arrêt du Conseil d'État qui, quelle qu'en soit encore une fois la lecture de Roch-Olivier Maistre, on le comprend, mais c'est pas ce que dit l'arrêt. Alors moi, j'aurais une question à Alexis vous poser, Oui. madame la sénatrice. D'habitude, c'est moi qui les pose, mais je vous laisse en poser une. Donc, par exemple, on a appris par l'excellent site Les Jours, que Philippe de Villiers, qui a une émission hebdomadaire sur CNews, n'était pas comptabilisé par sa chaîne et c'était accepté par l'Arcom, comme une personnalité politique. Vous connaissez comme moi Philippe de Villiers, il a 40 ou 50 ans de vie politique derrière lui, il a été candidat à la présidentielle plusieurs fois, il a été candidat tête de liste aux européennes. Est-ce que vous estimeriez, comme le fait CNews aujourd'hui, et comme l'Arcom l'acceptait, qu'il ne soit pas comptabilisé parmi les personnalités politiques ? Ça, franchement, je pense, pour le coup, là, ce serait, que ça mérite discussion, mais la loi de 86 dit les élus ou les personnalités politiques, non, le terme exact, c'est élus ou personnalités. Non, je pense pas que ce soit flou, mais je crois que c'est personnalité politique, c'est pas autant juste d'intervention des personnalités politiques. Oui. Donc voilà. Non, mais ok, mais Philippe de Villiers, oui, mais le syndicaliste agricole, non, mais l'universitaire, non. Mais voilà. il est engagé politiquement. Mais je voudrais vous poser une question. Roselyne Bachelot, Ségolène Royal font de la télé comme Philippe de Villiers, il faut les décompter aussi. J'y ai consacré un autre livre à ces relations. Et la conclusion, vous pouvez le citer. Il s'appelle Le contact et la distance. Ces passages d'un monde à l'autre, ils sont très complexes. Et on l'a bien vu. Et l'Arcom a été confronté. Alors, c'est le CSA à l'époque. Oui. En 2021, en janvier 2021, Roch-Olivier Maistre, on l'interrogeait dans le Figaro, sur le statut de Zemmour. Donc, à l'époque, il travaillait encore pour le Figaro. Et il dit, le CSA n'est pas le tribunal de l'opinion. Nous ne le comptabiliserons jamais, ni lui, ni des profils de ce type, comme une personnalité politique. Et 7 mois plus tard, c'est en septembre, le CSA décide finalement que Zemmour est politique. Et alors, je peux comprendre les critères, c'était parce qu'on voyait qu'il mettait en place une campagne sans le dire, mais en réalité, ça a bénéficié à Zemmour, qui a pu lancer sa campagne sans se déclarer officiellement candidat. Non, mais là, on discute de cas qui sont de situations. Et c'est cette situation que ça va évaluer, en fait, cette décision, pas les autres. Mais c'est vous qui le dites, encore une fois. Une fois que le droit d'un pays... inapplicable, sinon. Je suis d'accord, ce sera inapplicable, ni à contentieux, etc. Mais une fois que le droit d'un pays démocratique comme le nôtre autorise la possibilité de ficher les gens, et même, attendez, mais le mot ficher n'est pas écrit, mais tenir compte de l'ensemble des intervenants, ça veut dire tenir compte de tous les intervenants qui sont sur les plateaux, et si on veut en tenir compte et dire un jour, monsieur X, il est de droite, et 2 ans après, monsieur X, déjà on l'avait catégorisé comment, il faut tenir des fichiers, c'est une disposition qui est très dangereuse. C'est pour ça que je propose, moi je propose pas de révolutionner le monde, je propose de faire appliquer la loi 86 telle qu'elle a été appliquée. Après, on peut dire elle est très bien appliquée par l'Arcom, moyennement bien appliquée. Enfin, vous voyez, ou jugée de telle ou telle. Aussi. Mais bien sûr, c'est extrêmement difficile, bien sûr. Et d'autant que on n'en a pas parlé encore, mais par l'autre différence par rapport à 86 où il y avait 3 chaînes ou 4 chaînes et aujourd'hui il y en a 23 privées, c'est quand même l'explosion des réseaux sociaux, l'explosion de l'offre d'informations plus ou moins avec des guillemets sur le net. Où là, c'est un espace. Oui, mais nous on s'intéresse à un périmètre qui est bien régulé
est régulé avec beaucoup de réglementations. Mais sur le net, c'est la jungle. Oui, mais c'est la jungle. C'est pour ça que l'ARCOM a cette compétence-là maintenant. Bien sûr, mais c'est très difficile. Et ça concerne d'autres lois et d'autres dispositifs. Et il faudra d'autres lois là-dessus. Les états généraux d'information, j'en attends les conclusions avec impatience. C'est très bien qu'ils soient réunis en ce moment, qu'ils travaillent. Ils vont essayer d'interpréter cette décision qui est très ouverte en réalité. Et je pense, connaissant les gens qui sont à l'intérieur, qu'ils vont l'interpréter dans un sens libéral. On ne va pas évoluer vers un régime autoritaire, comme j'ai pu l'entendre sur certaines antennes. Il n'y a aucun risque de ce type, madame. Mais c'est vous qui le dites, quand le droit autorise quelque chose, le mieux c'est que quand le droit autorise quelque chose de mal, c'est mieux de... Il n'y a pas le mot journaliste dans cette décision. Et donc l'ensemble des intervenants, chroniqueurs, animateurs, invités. C'est déjà trois. Le journalisme, c'est un statut très spécifique. Il est protégé par la carte de presse. Mais bien sûr, il est protégé par la loi. Mais j'ai pas dit les journalistes, mais les animateurs, les chroniqueurs, les invités, un citoyen qui est invité, moi je refuse qu'il soit fiché, c'est tout, cartographié. Sauf s'il est engagé. On parle de CNews. Est-ce que toutes les chaînes privées et publiques sont exemplaires en la matière? Parce que moi, quand je vois certaines émissions du service public, ça débat entre la gauche et l'extrême gauche, dit en passant. Alors, j'ai pas cette perception, et pourtant j'y suis souvent invité, mais... écoutez, regardez certaines émissions de France 5 en soirée, ça va peut-être vous inspirer, ou alors les humoristes de France Inter, si vous en trouvez un de droite, là, je vous invite à déjeuner après l'émission. Ils ont perdu leur émission quotidienne. Oui, mais ils sont quand même en hebdo. Oui, ils sont quand même en hebdo, ils ont un succès d'audience pendant des années. Énorme. Oui, ils ont un succès d'audience et vous prenez par exemple quelqu'un comme Daniel Mermet a fait une émission d'extrême gauche sur France Inter pendant des années. Sur France Inter. Oui, mais il a été pendant des années, ça posait de problème à personne. Bon, et moi je pense que les médias publics, mais c'est pour ça que je vous dis, ils vont avoir un outil pour le réguler. Ça va concerner tout le monde. C'est pas une décision contre CNews. Le Conseil d'État a eu l'intelligence de dire qu'on applique ça à l'ensemble des médias audiovisuels. Donc CNews et tous ceux qui ont ce discours-là devraient se réjouir. On va avoir des outils qui vont être les mêmes pour tout le monde, et je pense qu'ils vont être appliqués d'une manière intelligente et raisonnée. On n'est pas la Hongrie, on n'est pas la Pologne, on est encore moins la Russie. On ne va pas évoluer vers un régime illibéral. N'ayons donc pas un droit qui pourrait être un droit hongrois, etc. N'ayons donc pas ce droit-là. Mais si mais le Conseil d'État, il dit le droit en l'absence de règles supérieures, la loi. Si. Après, il charge l'ARCOM d'une mise en application. Ou avec les critères qui seront fixés en plus par les États généraux de l'information, où il n'y a pas, c'est pas Moscou, non, les États généraux de l'information, pardon, c'est un colloque. Mais le droit, c'est le droit. Ils vont faire des propositions qui seront reprises. Je pense que je comprends votre inquiétude, et moi, je partage cette inquiétude. Si on fiche les journalistes, si on fiche même tout le monde, là, on est sur une pente qui est dangereuse. Mais c'est pas du tout vers ça qu'on s'oriente. Mais vous êtes super affirmatif. Moi, je pense que cette affaire a été rendue à propos de CNews. Et je pense que il y a tellement de gens qui veulent... Moi, je suis pas Miss CNews, Je suis Miss Pluralisme et Miss Droit. Voilà. Et donc je pense qu'il y a... faut plus dire Miss maintenant, faut dire Madame uniquement. Si vous avez des problèmes avec les féministes, c'est pour votre bien. Il y a tellement de gens qui veulent se payer CNews, pour de bonnes ou mauvaises raisons, qu'ils en viennent à oublier les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quand même qu'on est dans un pays de liberté et que c'est la liberté régulée comme les situations l'exigent. Vous l'avez parfaitement bien expliqué, les fréquences sont rares, etc. Donc la liberté régulée, comme voilà, on doit en rester là. Mais ce n'est pas une affaire que CNews. Et je pense que beaucoup de gens qui se sont réjouis contre cette décision sont en train de se rendre compte qu'elle s'applique déjà à tous les médias qui sont placés dans la même situation que CNews, parce que juridiquement c'est ça d'abord, c'est-à-dire les chaînes privées d'information, etc. Mais in fine, on ne voit pas comment elle s'appliquerait pas au service public, dont les obligations de pluralisme sont beaucoup plus fortes, puisqu'on demande, mais parce que simplement dans la loi de 86, il y a les obligations des chaînes privées et les obligations du service public. Mais puisque le service public doit être impartial, c'est-à-dire beaucoup plus encore que ce qui est exigé pour les chaînes privées, évidemment qu'eux aussi sont concernés, et c'est pour ça qu'il faut clarifier les choses. Moi, je veux pas modifier l'esprit du tout de la loi de 86, je veux rétablir la façon démocratique, imparfaite certes, mais démocratique dont elle est appliquée, garantir ça. C'est tout. Plus, pas moins. On va marquer une courte pause encore sur Sud Radio, puis on va se retrouver dans quelques instants. Toujours le même numéro pour réagir, 0826. Ça réagit beaucoup, a priori, quand je vois le nombre d'appels là. 0826 300 300, tout de suite, on va prendre tous vos appels.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Pour mes Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Retour de Berkov dans tous ses états avec Marie-Claire Carrère-Gé, sénatrice de Paris, qui a déposé une proposition de loi visant à garantir la liberté éditoriale des chaînes d'infos et le libre choix des intervenants, et Alexis Lévrier, historien des médias et auteur de Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, publié aux éditions du Petit Matin. Est-ce qu'il est légitime, je vais d'abord vous poser la question à vous, Marie-Claire Carrère-Gé, de demander des comptes aux chaînes de télé qui, à part celles du service public, ne sont pas subventionnées, alors qu'on ne demande aucun compte à la presse écrite, qui pourtant, elle, est massivement subventionnée? C'est une bonne question. Vous avez 4 heures. Oh, allez, en 4 secondes, on va essayer. Ça va être un peu court, 4 secondes. Simplement, vous, moi, on peut tous sortir d'ici, aller chez un imprimeur et imprimer un journal. On ne peut pas tous avoir sa chaîne de télé parce que le nombre de fréquences est limité. Voilà. C'est tout. Après... Mais ça pose question quand même, les subventions à la presse, dans ces cas-là. Ah ça oui. Si on pose la question de la liberté d'expression du droit des chroniqueurs, ça pose question à mon avis. En fait, elle vise, c'est toujours je crois que c'est la même aspiration. Après, les systèmes, ils sont bons ou ils sont pas bons, mais c'est la même aspiration, c'est-à-dire pour garantir le pluralisme de la presse écrite et pour permettre à avoir quand même à peu près tout le spectre des opinions. Moi, je trouve que des subventions, je me prononce pas sur le système actuel, est-ce qu'on est trop passé, etc. Ce système-là, moi, favoriser le pluralisme me semble par essence une bonne chose. Donc, non seulement ça me choque pas sur le principe, mais actuellement, la presse papier est dans un tel état avec l'explosion du net. On a du mal même à trouver un journal papier, parfois même à Paris, etc. Moi, je trouve légitime qu'on ait de la presse écrite, oui, je le trouve légitime. Et après, les 23 chaînes privées, ça me paraît normal. Non seulement qu'on fasse respecter la loi comme partout, c'est-à-dire que s'il y a des propos racistes, on les sanctionne parce que le racisme c'est pas une opinion, que on cherche à avoir du pluralisme global, c'est-à-dire encore une fois je crois que c'est Clémenceau qui disait la liberté de la presse, c'est moins le droit de tout lire ou de tout écrire, etc., que d'avoir la possibilité de tout lire. Enfin, voilà, c'est ça, c'est le point de vue du citoyen, du téléspectateur aussi. Il faut qu'il ait une palette. Après, il fait son marché. Les gens sont mais grands. c'est pas la même chose. Clémenceau qui avait été journaliste, d'ailleurs, faut-il le rappeler. Laurent, j'accuse, c'est dans son journal. Absolument. Donc oui, bien sûr. De toute façon, on n'a pas le choix parce que la presse écrite, elle s'effondre si elle n'est pas aidée. Ces aides, elles ont commencé pendant la période révolutionnaire. Donc on avait conscience que pour qu'il y ait ce pluralisme, pour qu'il y ait cette vitalité de la liberté d'expression, il fallait l'aider. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est un maquis indéchiffrable, ces aides à la presse, et que ça bénéficie à ceux qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que je crois que celui qui en touche le plus, c'est Bernard Arnault. Oui. Donc, bon, je pense pas qu'il en ait besoin. Il faudrait aider Est-ce que c'est logique qu'on demande aux contribuables d'aider les titres qui appartiennent à des milliardaires? Moi, voilà, non, mais c'est une vraie question. Les États généraux de l'information vont y réfléchir. Et donc, on va contrôler les revenus des propriétaires de journaux? Enfin, vous voyez, je comprends bien l'idée, mais c'est quoi il y a des médias qui sont vraiment indépendants, toute la sphère autour de Mediapart, etc. Alors, le succès de Mediapart fait que eux, ils n'ont pas besoin d'aide véritablement. Et même, on leur a plutôt mis des bâtons dans les roues au début, puisqu'on leur a refusé de leur appliquer le taux de TVA super réduit, ce qui était complètement absurde, puisque dans les années 80, la presse sur Minitel, on l'avait tout de suite accordé. Mais pour Mediapart, arrêt sur image, là, on a trouvé, c'était sous Sarkozy, qu'il fallait surtout pas, c'était pas de la vraie presse. Bon. En fait, c'est souvent ça, c'est un moyen de trier les bons et les mauvais journaux. Après l'affaire de Closer en 2014, François Hollande qui a plutôt protégé la presse. C'était l'affaire, on l'avait vu sur un scooter avec un casque pour rendre visite à Julie Gaillet, on va dire ça comme ça. Et il avait dit qu'il porterait pas plainte, qu'il ne nuirait pas à la liberté de la presse, mais quelques mois plus tard, la presse People, mais pas Paris Match, que l'Europe vient de considérer comme un titre People, dans notre loi, c'est un titre d'information politique et générale. Donc Paris Match a gardé la principale aide postale, celle qui date de la période révolutionnaire, mais Closer
l'a perdu. On s'est payé closer par le système des aides. Et ça, effectivement, c'est assez insupportable. Je comprends votre logique de ils n'en ont pas besoin, etc. Mais moi, je ne serais pas très à l'aise dans un système où c'est le pouvoir politique qui décide que vous, vous n'avez pas besoin parce que votre propriétaire a trop de sous. Vous n'avez pas besoin parce que vous n'êtes pas de ma couleur politique. Vous en avez besoin. Jamais, moi, je trouve qu'un système égalitaire, même si ça n'est pas sans inconvénient, ce que vous décrivez, un système égalitaire où il y a le moins d'appréciation politique sur les destinataires de l'aide, c'est le meilleur. Et par ailleurs, il y a des sujets de concentration, mais sur le principe, l'idée que des gens qui sont des capitalistes, qui ont des sous, investissent dans des médias et des médias papier en particulier. On n'a pas le choix. Le jour où ils n'investissent plus, on est mal. Ce qu'il faut veiller, c'est à préserver l'indépendance des rédactions. L'indépendance éditoriale, bien sûr. Et ça, c'est un vrai souci avec Bolloré. Les sociétés de journalistes du JDD et de Paris Match se sont auto-sabordées il y a une dizaine de jours. Et c'est ce qui s'est passé partout dans les médias qu'il a repris. Une députée LFI a estimé récemment que CNews devrait être retiré de la TNT. Est-ce que vous cautionnez ? Vous voulez commencer ? Je pense que c'est Sophie Taillé-Polian, je pense, qui est. Elle n'est pas LFI, elle est Génération, autant pour moi. Oui, moi je partage beaucoup de ces inquiétudes. Ça va être le rôle, il y a une commission d'enquête en ce moment, et par ailleurs, il va y avoir donc le travail de l'Arcom pour la réattribution. Il ne s'agit pas de censurer, il s'agit de se demander si CNews remplit ses obligations ou pas, en sachant que ça a déjà été le cas pour M6, dont la convention a été réexaminée, l'attribution a été réexaminée. Alors finalement, ça a été maintenu, mais Xavier Niel était candidat, donc il y aura certainement la candidature justement de ces milliardaires dont on parlait. Xavier Niel, Rodolphe Saadé, Daniel Kretinsky, ils rêvent tous d'avoir une chaîne d'infos. C'est le canal 16, il est très privilégié. Convoité. LCI et France Info Télé lorgnent ce canal, donc il a de vrais avantages. Si c'est l'histoire du vélo que je vous racontais tout à l'heure, si votre vélo que vous le prêtez, qui vous les a rendus dans de mauvaises conditions, dans un mauvais état, vous pouvez vous demander s'il ne faut pas le prêter à quelqu'un d'autre, c'est tout. Marie-Claire Carragé, c'est pas votre consort parce qu'elle est députée et pas sénatrice, contrairement à vous, qui dit que CNews doit avoir son canal TNT retiré. D'ailleurs, il y a une signature de pétition avec certains people qui ont été la signer. Moi, je fais confiance à l'Arcom et au vu des candidatures, là aussi, la loi de 86, elle est assez claire. Elle dit que l'Arcom accorde des fréquences en leur attribuant d'ailleurs un numéro logique en vue de favoriser l'intérêt du public, le respect du pluralisme de l'information et l'équité entre les éditeurs. Voilà. La loi, elle est quand même très claire. Les conventions, l'Arcom va examiner jusqu'où elles sont respectées, pas respectées. On peut faire confiance à ce collège indépendant, quand même, qui n'a, à ma connaissance, jamais pris des décisions. Qui est très libéral. Voilà. Donc, moi, je leur fais confiance pour examiner quelles sont les meilleures œuvres. Moi, j'ai pas de point de vue particulier. Et au vu de l'offre existante, CNews en tant que telle, doit-on l'interdire d'antenne ? Je réponds non. Il ne s'agit pas d'interdire. Non, mais vous voyez, c'est parce que la députée en question dit, au vu de ce qu'est CNews aujourd'hui, il faut arrêter. C'est ça. Bon, moi je dis, a priori, au vu de ce qu'est CNews. Il y a plein de chaînes qui ne sont pas sur la TNT. Donc c'est là. Et puis on peut aussi déplacer le canal. Enfin, il y a un spectre d'éventail, mais un éventail de possibilités. Et je pense comme vous que c'est à l'Arcom de faire son travail en toute indépendance. Mais bien sûr. Mais une question. Je vais parler d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, la loi de 86. La loi de 86, elle date de, comme son nom l'indique, 1986. Internet n'existait pas, on en était encore au Minitel, pour ceux qui ont connu le Minitel. Est-ce que quelque part, maintenant avec l'explosion du nombre de web télé, de web radio, d'informations par Internet, est-ce que quelque part, regardez, les jours d'élection présidentielle ou législative, on a les résultats 3 heures avant par les médias suisses ou belges ou canadiens, en français en plus. Il n'y a même pas besoin de parler anglais, espagnol ou chinois. Est-ce que c'est encore... est-ce qu'il ne faudrait pas la revoir quand même de fond en comble dans ce domaine? Si tous ces milliardaires cherchent à chaque fois à être candidats, quand il y a un canal, une fréquence qui est réattribuée, c'est que c'est encore stratégique. Alors sur le long terme, vous avez raison. La télévision, d'ailleurs, son public vieillit. L'audience de CNews, c'est autour de 63-64 ans, la moyenne. C'est pas vieux, hein.
C'est pas vieux. J'ai pas dit que c'était vieux. J'ai dit que moi je m'adresse à des étudiants. C'est pour ça. Je m'adresse à des étudiants. Je peux vous assurer qu'ils regardent plus ce genre de chaîne. Donc effectivement, on est dans un basculement, mais ce sont encore des médias d'influence. Parce qu'après l'audience de CNews, c'est 3%. Alors elle a beaucoup augmenté grâce au Conseil d'État. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant la semaine dernière, mais ça reste marginal en réalité. Par contre, ils ont une influence et surtout les médias de Bolloré, c'est un écosystème et vraiment qu'on n'a jamais connu dans l'histoire des médias, d'une extension avec de la concentration horizontale, verticale. Et les seuls, pour l'instant, à avoir régulé un tant soit peu cet écosystème, c'est l'Europe qui a imposé la vente d'éditis et la vente de galas pour éviter un monopole dans l'édition et un monopole dans la presse people. Marie-Claire Carringer, à l'heure de l'Internet, alors qu'en 86, je le rappelle, on était encore au Minitel qui était quand même beaucoup plus réduit. Il n'y avait pas de chaîne de web Minitel, de télé Minitel. Et est-ce que quelque part, il ne faudrait pas revoir cette loi de fond en comble parce qu'il y a des aberrations. On interdit de donner des sondages la veille à moins de 24 heures du scrutin ou 36 heures, je ne sais plus, et vous les avez en même temps sur Internet par tous les canaux que vous voulez. Oui, alors l'affaire des sondages, c'est... Et des sondages et des résultats d'élection qui tombent 3 heures avant. Hein. Elle est délicate et honnêtement, j'ai pas la solution. Enfin, d'ailleurs, je crois pas être la seule, hein, parce que je trouve sain que on limite au maximum, et c'est quand même ce qui arrive. On limite au maximum les sondages le jour de l'élection, parce qu'on voit toutes les manipulations. Alors une fois qu'on a dit ça, limiter au maximum, effectivement, sur Twitter, sur machin, on a des infos, mais on n'est jamais sûr qu'elles soient justes. Donc ça, c'est moins manipulant que si elles étaient... non, mais c'est vrai, on n'est jamais sûr que c'est juste. Donc, mais j'ai pas la solution à ce problème. Ensuite, sur la régulation d'Internet, je pense que effectivement, il est paradoxal que, même si c'est justifié, que les chaînes de la TNT soient autant réglementées et que ailleurs ce soit la jungle. Et c'est bien, si les états généraux de l'information servent à quelque chose, ça va être à essayer d'imposer aussi des obligations de ce côté-là. Et nous aussi, on a des obligations. C'est d'envoyer la pub. C'est la dernière pub de l'émission. Quelle belle transition. Ouais, c'est magnifique. Il y a du métier. On est ensemble jusqu'à 14h avec Marie-Claire Carringer, Alexis Lévrier et Philippe David aujourd'hui. Et puis vous, ça y est, vous aurez la parole après cette courte pause. 0826 300 300 tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h45, nous sommes toujours avec Marie-Claire Carringer, sénatrice de Paris, Alexis Lévrier, historien des médias et auteur de ce livre Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, aux éditions Les Petits Matins. On parle de médias, de liberté d'expression et nous avons Frédéric de Bergerac. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à toute l'équipe et puis bonjour à tous les auditeurs. Alors moi, je suis un petit peu, je fais une analyse. D'abord, je précise qu'en tant qu'intervenant, je n'ai aucune carte politique. Je ne sais pas pour qui, d'ailleurs, je vais voter aux européennes. Ça me pose beaucoup de questions. Si je pouvais dire de quel parti je me ressentirais, ça serait, je suis du parti anti-va-t-en-guerre. D'accord. Parce qu'en ce moment, c'est un peu, on pousse à la guerre, voilà. Et par contre, d'une expérience personnelle, on me dit, souvent dans des débats, quand je demande comment ça se fait que on ait voulu occulter cette interview de M. Poutine, qui expliquait qu'il ne voulait pas... Sur Fox News par Tucker Carlson. C'est pas Fox News. Oui. C'est voilà. Pas Fox News, par Tucker Carlson, autant pour moi. Ça a été occulté. Moi, quand j'en parle avec des gens, on me dit, ah, mais t'es un facho... pro-Poutine, l'extrême droite et tout. Je dis non, je dis juste, il faut écouter. Parce que le problème, c'est que les journaux parlent à notre place. Et moi, je dis, à ce moment-là, je voudrais la même interview de M. Biden pendant 2 heures et avec les mêmes questions. Voilà, vous voyez, juste pour ce que je viens de dire là, c'est pas un parti pris politique. Frédéric. Donc ça veut dire que si j'étais un chroniqueur à la télé, on dirait, ah ben ce type, il est d'où alors? Il est d'extrême droite, il est... Frédéric. J'ai une famille, je peux vous dire, j'ai fini. Très court. Je peux vous dire qu'en plus de ça, j'ai mon épouse qui est africaine, j'ai mon beau-frère qui est africain, j'ai un gendre qui est israélien, j'ai une belle-fille qui est d'Algérie. Enfin, je veux dire, en plus, si vous voulez, tout ce qui est multiculturel et tout, j'ai aucun problème.
Au contraire. Alors, merci Frédéric. Je vais faire réagir Alexis Lévrier. Désolé, mais ça m'a rappelé un trait d'humour soviétique en URSS. Mais c'est vrai, hein, il y avait deux journaux, La Pravda et les Izvestia, qui passaient par la même commission de censure. Et les soviétiques disaient, si tu ne l'as pas lu dans La Pravda, tu ne le liras pas non plus dans les Izvestia. Est-ce que le pire, justement, que la désinformation, c'est pas la non-information? Parce que je vois pas pourquoi il y a un tabou sur l'interview de Poutine par Tucker Carlson. Alors, je suis pas d'accord. Enfin, d'abord, je salue cet auditeur qui est de Bergerac. Moi, je suis de Sarlat, donc on est entre Périgordin. Donc, je vais lui répondre à c'est la team 24. C'est ça, exactement. Entre 24, on va se respecter. Mais je suis pas totalement d'accord avec lui parce que Tucker Carlson, il est plus sur CNews justement parce qu'il était trop sur Fox News, pardon. Lapsus terrible. Parce que il était trop clivant, trop proche de ces dictatures. Bon, ces propos qui ont été donc sur les réseaux sociaux, ça a été très long. En fait, il relaie la propagande de Poutine. Hein. Il offre aucune contradiction journalistique, et donc ça a été repris par les médias, les médias audiovisuels, on en parlait, moi j'en ai entendu parler. Et après, même sur si cet auditeur de Bergerac est sensible au discours pro-russe, bon, on a le droit, et il y a des médias qui peuvent relayer ce discours-là. C'est plus le cas de RT Sputnik, parce que là c'était vraiment dans l'orbite de Vladimir Poutine, et ça posait d'énormes problèmes dans la mesure où nous soutenons l'Ukraine qui est en guerre et qu'on sait qu'il y a une manipulation de l'information. Ils ont essayé de peser dans les scrutins électoraux pendant la campagne de 2017, dans l'entre-deux tours. Il y a une fake news sur un compte d'Emmanuel Macron aux Bahamas qui est reprise par Marine Le Pen et qui vient de la sphère pro-russe, qui vient des réseaux de Poutine, les mêmes qui avaient fait élire ou contribué à faire élire Donald Trump contre Hillary Clinton en 2016. Donc il a une force dans la manipulation de l'information qui est considérable. Mais malgré tout, il y a des médias qui en sont encore, tous les anciens de RT et de Sputnik aujourd'hui sont au JDD par exemple. Des gens comme Régis Le Sommier, comme Stéphanie de Muru, comme Mélanie Lapoutre ou Le Poutre. Bon, ce sont des gens qui sont là-bas et ils ont le droit. Je veux dire, il y a une diversité, il y a un pluralisme, et les propos de Poutine, l'interview par Tucker Carlson, on les a retrouvés relayés dans les médias français. Merci beaucoup Frédéric de Bergerac. Vous avez une réponse, je ne sais plus comment on dit, les habitants de Dordogne, les Périgourdins. Oui, c'est plus vite fait. On a Marie qui nous appelle de Sèvres. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour messieurs, bonjour madame la sénatrice. Oui. Alors moi je voudrais relayer un petit peu l'information autour de l'éducation, de la jeunesse. Remercier au passage la sénatrice qui est à votre antenne parce qu'elle est venue dans notre lycée. Voilà, pour justement parler du fonctionnement démocratique, et c'est pas si fréquent que ça d'avoir des personnes qui viennent bénévolement auprès des enseignants. Donc je voulais la remercier publiquement. Alors, très gentil, mais m'attendais pas du tout. Et on vous écoute sur le débat sur la liberté d'expression, Marie. Voilà, donc en fait, moi j'essaie d'instruire des étudiants qui sont des jeunes techniciens en culture générale et qui démarrent leur vie d'adulte, et j'essaie de leur apprendre à changer d'avis, à s'ouvrir à toutes les opinions politiques. Comme vous le savez, la jeunesse d'aujourd'hui, elle a très peu de culture politique en fait. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont adeptes des réseaux sociaux où évidemment tout est polémique et univoque. Ils écoutent très peu la radio, ils écoutent la télévision comme la radio par contre. Souvent ils la mettent en fond sonore. Et puis voilà, ils sont vraiment dans une démarche qui est très addictive, que ce soit avec les réseaux ou les chaînes télé, puisque tout ça, par le biais de l'économie et de la publicité, ça fonctionne aussi de manière addictive. Donc en fait, ils sont très très peu renseignés. Et donc ma question est la suivante: en quoi ce nouvel avertissement, cette nouvelle veille, tout son appareil législatif, est-ce qu'ils vont, c'est ma question, favoriser ou au contraire freiner Marie-Claire Carrère. Le débat contradictoire? Merci Marie de Sèvres. Marie-Claire Carrère-G. D'abord, merci pour vos remerciements. C'est une question essentielle et très délicate. Oui. Il faut, vous avez raison, hein, le problème essentiel, il me semble, c'est l'absence d'écoute de l'autre, de confrontation à la pluralité des points de vue, et de plus en plus un monde Internet où on est assommé par des flux d'informations et avec des successions d'affirmations péremptoires, pas de contradiction, si ce n'est de l'insulte, etc. Donc ça, sur le plan de l'audiovisuel, c'est moins le cas, même si, on l'a dit dans l'émission,
la tonalité de tous les débats change. Mais je pense que il faut d'autant plus garantir le pluralisme aujourd'hui que dans le reste, dans le monde extérieur, c'est-à-dire notamment Internet. Il y a pluralité, mais il n'y a pas pluralisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, garantir ce pluralisme, ça suppose d'être de plus en plus aussi respectueux de la liberté des gens, d'une liberté encadrée. Mais il faut que les citoyens, qui sont des grandes personnes et qui aujourd'hui, plus que jamais, peuvent faire des choix, il faut les respecter. Et moi, tant qu'il y a un citoyen, il a une télécommande, des piles dans sa télécommande, et qu'il peut choisir, et qu'il y a toute la palette, moi ça me va, et c'est ça qu'il faut arriver. Toute la palette, ça veut pas dire que chaque élément de la palette doit être lui-même multicolore. Il doit être respectueux, honnête, etc. Mais toutes les chaînes doivent pas être uniformément multicolores. C'est cet équilibre-là qui est pas simple à trouver, qu'il faut garantir. Merci beaucoup. Merci Marie de pour votre Sèvres. question. On a Françoise qui nous appelle depuis Argelès. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour à tous les intervenants. Merci pour vos émissions qui sont passionnantes. Merci. Alors, je m'adresse à votre intervenant, je crois qu'il se nomme Alexis. Absolument, Alexis Lévrier, absolument, il est là. Alors, moi, je suis très choquée de voir ce qui se passe parce que j'écoute énormément CNews. Je ne comprends pas qu'on veuille ficher les intervenants. Alors, la question que je pose, quand vous avez des personnes politiques qui refusent de répondre, ne serait-ce qu'au micro de CNews lors d'une manifestation, par exemple. Là, vous pensez par exemple à Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui refuse systématiquement de répondre à CNews. Voilà, je n'ai pas osé donner de nom. Non, mais attendez, parlons vrai, je l'ai donné. Voilà, donc de ce côté-là, l'ARCOM ne fait rien, personne ne fait rien. Toutes les personnes qui refusent de venir sur les plateaux de Pascal Praud, par exemple, personne ne fait rien. Donc je ne vois pas, je m'estime, j'ai 57 ans, je m'estime assez grande pour avoir mes propres opinions. Comme dit madame la sénatrice, nous avons une télécommande, nous sommes assez grands pour avoir une diversité, pour regarder les chaînes que nous voulons. Je ne comprends pas qu'on veuille friquer CNews comme ça. Alors, c'est ce qui vous a dit sur CNews en ce moment, et je peux comprendre, c'est une stratégie de communication. Je pense qu'ils ont eu une vraie peur au début, que c'était pas totalement surjoué, mais après, ils ont dû comprendre, comme tout le monde, que la décision du Conseil d'État allait concerner l'ensemble des médias audiovisuels, qu'elle ne visait pas CNews uniquement, et que ça a été à la charge de l'ARCOM de l'interpréter, et ça sera fait, c'était l'objet de notre débat aujourd'hui, je pense, d'une manière bienveillante et respectueuse de la vitalité de ces médias. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, madame. Vous pourrez continuer à regarder CNews et à y retrouver ce que vous avez envie d'y retrouver. Le problème qui se pose pour les invités, là je peux en parler parce que je suis allé beaucoup sur cette chaîne à une époque, alors modestement et sans être rémunéré, mais j'y allais, et même si je voyais bien que la couleur politique était déjà en train d'évoluer nettement. J'ai arrêté d'y aller en 2021 parce que c'était plus possible. C'est-à-dire qu'on est seul sur un plateau face à 4 ou 5 intervenants qui disent tous la même chose, qui viennent de médias. Et encore une fois, moi je défends le droit des journalistes à aller sans être fichés, et ça va pas être le cas. Et c'était des intervenants journalistes, donc ils ont le droit de penser comme ça. Simplement, moi je me retrouvais seul face à eux, et avec des journalistes, des animateurs qui jouaient de moins en moins leur rôle de régulateur, et je pouvais plus en placer une très concrètement. C'est ce qui est arrivé à Christophe Deloire la semaine dernière sur le plateau de Pascal Praud. Et à un moment, on se demande, est-ce qu'on peut encore aller sur ces plateaux-là et débattre? Donc ces personnalités politiques se retrouvent sur des plateaux où elles servent de punching ball. Et moi, servir de punching ball ne m'intéressait pas, c'est pour ça que je vais plus sur CNews. On avait Philippe qui nous appelait, mais on n'a plus le temps de le prendre parce qu'il reste à peine une minute. Le mot de la fin à vous, madame la sénatrice Marie-Claire Carragé. Ça va beaucoup faire jaser, là, les propos du Conseil d'État sur CNews. Oui, inévitablement, et ça va être un débat. C'est pour ça qu'on voudrait le trancher en adoptant cette proposition de loi pour apaiser les choses, parce que il y a deux échéances importantes. Il y en a une début janvier 2025, réattribution des fréquences de 15, quand même, c'est du jamais vu, 15 en même temps.
Et là, il y a une période électorale qui va s'ouvrir avec des règles très strictes et donc avec d'autant plus d'enjeux de manipulation ou tout simplement maîtrise de l'information. Donc c'est un sujet qui va continuer à être d'actualité. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Marie-Claire Carrère-Gé, sénatrice de Paris, qui a déposé une proposition de loi visant à garantir la liberté éditoriale des chaînes d'infos et le libre choix des intervenants. Merci beaucoup Alexis Lévrier, historien des médias et auteur de Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Ce n'est pas un livre sur les planètes et c'est publié aux éditions Les Petits Matins. Et surtout merci à vous Philippe David d'avoir remplacé au pied levé. André Berkoff que vous retrouverez demain de midi à 14h. Et Philippe, vous revenez pour les vrais voix cet après-midi. Oui, de 17h à 20h. Donc là je joue les prolongations et les tirs au but. Quelle journée. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Ce soir, n'oubliez pas la nouvelle émission rugby entre 20h et 21h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai.